Vous le voyez sur une feuille de pomme de terre. Un petit coléoptère, le dos jaune, des rayures sombres, un déplacement lent sur la feuille verte. Tout semble simple. Tendre la main, le faire tomber, l'écraser, et l'on peut considérer qu'un ennemi est vaincu. Mais dans l'histoire du doryphore, le plus dangereux ne se trouve presque jamais là où l'homme regarde. Pas sur le dessus de la feuille, où est posé l'adulte rayé, mais en dessous, là où les œufs oranges sont collés en rangées serrées contre la face verte du revers. Pas dans un seul ravageur bien visible sur la planche, mais dans le sol, où une partie des adultes est capable d'attendre que passe le froid, la sécheresse, les traitements et le temps. Et pas seulement dans le plant de pommes de terre d'aujourd'hui. Le danger se poursuit dans la génération suivante. Survivent ceux qui tolèrent mieux le poison, qui exploitent plus vite la nourriture, qui choisissent plus précisément le moment de sortir et qui se remettent à manger. Le doryphore n'a pas l'allure d'une créature capable de changer l'histoire de l'agriculture. Il ne pique pas l'homme, il ne nous poursuit pas, et il n'éveille pas une peur ancestrale comme le serpent ou le scorpion. Il se contente de manger. Mais parfois, c'est précisément ce simple fait de manger qui se révèle plus fort que toute la confiance de l'homme. Car ce coléoptère n'est pas venu au monde des champs de pommes de terre comme un démon issu d'une nature étrangère. Il est entré dans un monde que l'homme a lui-même bâti pour lui. L'homme a cultivé la pomme de terre sur d'immenses surfaces. Il a transporté des plantes, de la terre, des produits et des gens d'un continent à l'autre. Il a simplifié ses champs, supprimé la diversité et créé des monocultures. Puis il a déclaré la guerre aux coléoptères. Il a employé des poisons, changé de produits, intensifié la pression. Et il s'est étonné, encore et encore, de voir revenir ce petit insecte rayé. L'histoire du doryphore n'est pas l'histoire d'un ravageur malveillant. C'est l'histoire de la façon dont un organisme ordinaire, placé dans les conditions idéales, est devenu l'un des ennemis les plus connus de la pomme de terre. Pour le comprendre, il faut un instant oublier l'image du coléoptère du potager. Il faut s'approcher au point que la caméra descende jusqu'à la feuille même, suive ses nervures, glisse un œil sous le limbe vert, plonge dans la terre meuble, puis remonte au-dessus du champ. C'est seulement alors que l'on distingue. Devant nous, ce n'est pas un simple point rayé, mais toute une vie tendue entre la plante, le sol, la météo, la chimie et les erreurs humaines. Le doryphore, presque tous ceux qui ont déjà vu une planche de pommes de terre le connaissent. Même quelqu'un d'étranger à l'agriculture reconnaît facilement ce dos, clair, jaune-orangé, parcouru de rayures sombres dans le sens de la longueur. Son nom scientifique est Leptinotarsa decemlineata. Ce nom cache justement le détail qui permet de le reconnaître aisément. 10 lignes sur les élytres. 5 rayures sombres sur chacune de ses coques alaires. L'adulte est petit, on peut le couvrir d'un ongle. Il ne donne pas une impression de force. Mais si un champ de pommes de terre avait une mémoire, il ne le garderait pas en tête comme un petit point, mais comme le début de la famine pour la plante. Il appartient aux chrysomèles, les coléoptères mangeurs de feuilles. C'est un mot important. Le doryphore ne ronge pas le tubercule sous la terre, comme on se l'imagine parfois. Sa scène principale, c'est la partie verte de la plante. La feuille, le sommet de la pousse, le tendre feuillage. C'est là que se livre la vraie bataille. Pour la pomme de terre, la feuille n'est pas une simple surface verte. C'est une usine qui fonctionne à la lumière du soleil. Par la feuille, la plante capte l'énergie, fabrique des substances nutritives, nourrit la croissance, la floraison et les futurs tubercules. Tout ce qui se retrouvera ensuite sous terre commence en haut, dans ce mince tissu vivant tourné vers le soleil. Quand les adultes et les larves dévorent les feuilles, ils ne font pas qu'abîmer l'aspect du plant. Ils privent la plante de sa capacité à travailler. L'usine foliaire perd de la surface. La lumière est moins bien captée. Les réserves destinées aux tubercules diminuent. Et si les dégâts sont importants, le plant peut se retrouver réduit à des nervures et des tiges nues,
comme si on lui avait arraché sa peau verte. Et alors, sous la terre aussi, le résultat sera moindre. Le doryphore a également des cousins qui rendent un regard attentif encore plus nécessaire. En Amérique du Nord, par exemple, on connaît ce qu'on appelle le faux doryphore, une chrysomèle rayée voisine qui peut rappeler le véritable ravageur, mais qui s'en distingue par son dessin et son mode de vie. Pour le jardinier ordinaire, ce détail paraît insignifiant. Pour l'entomologiste, il est essentiel. La nature nous donne rarement des étiquettes simples. Même un dos rayé familier demande à être vérifié dès qu'il s'agit d'identifier précisément l'espèce. C'est aussi une leçon utile pour toute son histoire. Nous croyons souvent avoir reconnu un animal dès que nous avons mémorisé son apparence. Mais l'apparence n'est qu'une porte. Derrière elle se trouvent des espèces voisines, des dessins semblables, des plantes hôtes différentes, des aires de répartition différentes et des rôles différents. Le doryphore est devenu célèbre non parce qu'il serait la seule chrysomèle rayée, mais parce que sa biologie a parfaitement coïncidé avec notre culture de la pomme de terre. Le faux doryphore est un bon exemple de la facilité avec laquelle l'homme se trompe dans la nature. De loin, lui aussi est rayé, lui aussi ressemble à une petite goutte ovale posée sur une feuille, lui aussi appartient à un groupe proche de chrysomèles. Mais son histoire est différente. Il est avant tout lié à d'autres solanacées et n'est pas devenu un ennemi aussi destructeur des champs de pommes de terre. Ces détails montrent que ce qui fait un ravageur, ce n'est pas seulement la forme du corps ni la parenté. Le ravageur, c'est celui dont la biologie a coïncidé avec une culture que l'homme s'est mis à cultiver trop largement. C'est important aussi parce que, dans l'histoire documentaire d'un insecte, il y a toujours la tentation de dire « tous ces coléoptères sont pareils ». Mais la nature est plus subtile. Deux chrysomèles semblables peuvent vivre côte à côte, avoir des couleurs proches, une taille comparable et une origine voisine. Et pourtant, l'une restera un élément de la végétation sauvage, tandis que l'autre entrera dans l'histoire de l'agriculture. La différence peut tenir à la plante hôte, à la vitesse de reproduction, à la capacité de passer sur la pomme de terre, à la tolérance au climat, au comportement des larves et à la manière dont l'homme lui-même lui a créé des conditions favorables. Même au sein d'une seule espèce, les individus ne sont pas absolument identiques. Les femelles sont souvent plus grandes que les mâles. Une partie des coléoptères sort de l'hivernage plus tôt, une autre s'attarde dans le sol. Certains supportent mieux le froid, d'autres se montrent plus vigoureux après une bonne alimentation. Aux uns échoit une parcelle où l'homme retourne les feuilles chaque jour, aux autres un coin de champ laissé à l'abandon. À grande échelle, ce sont précisément ces différences qui deviennent la matière de la sélection. Pour nous, les différences individuelles entre coléoptères sont presque invisibles. Nous voyons le coléoptère en général. Mais l'évolution ne travaille jamais avec un ravageur abstrait. Elle travaille avec des corps concrets. Ceux qui sont sortis après l'hiver, ont trouvé une feuille, ont eu le temps de pondre, ont survécu à un traitement, ont échappé à un prédateur et ont laissé une descendance. C'est pourquoi le doryphore n'est pas seulement une espèce, mais aussi un flux de variantes. Une année calme, une partie de ces différences est presque imperceptible. Lors d'un hiver rigoureux, certaines propriétés deviennent décisives. Après un nouvel insecticide, d'autres. Sur un champ sec, d'autres encore. Et quand l'homme dit « il s'est habitué au poison », il vaut mieux se représenter non pas un coléoptère qui aurait appris quelque chose, mais une population où les variantes survivantes sont devenues plus visibles. Il y a encore une couche cachée, le microclimat. Le dessous d'une feuille diffère du dessus. Il y a moins de soleil direct, une autre humidité, des écarts de température moins brutaux, une action plus faible de la pluie et du vent. Pour un œuf de la taille d'un grain, ce n'est pas un détail, mais un monde entier. Ce qui n'est pour l'homme qu'un simple « sous la feuille » peut être pour l'embryon la différence entre le dessèchement et le développement. La larve aussi vit dans un microcosme. Lorsqu'elle se trouve sur une feuille basse, elle est entourée d'une ombre verte, de l'évaporation de la plante, de l'odeur des tissus blessés, des traces d'autres larves. Lorsqu'elle monte plus haut, les conditions changent. Plus de soleil, plus de risque d'être repérée, mais aussi davantage de nourriture jeune. Même au sein d'un seul plant de pommes de terre existent différents étages de vie. Ainsi, le doryphore ne se contente pas d'occuper le champ. Il en exploite l'architecture.
Le dessus de la feuille, son dessous, les aisselles, les tiges, la surface du sol, la couche de terre meuble, autant de pièces différentes d'une même immense maison. Et tandis que l'homme regarde le champ comme une masse verte uniforme, le coléoptère vit dans une demeure aux multiples abris. Les variétés de pommes de terre, elles non plus, ne se valent pas. Certaines plantes peuvent être plus attirantes, d'autres moins. Les unes ont des feuilles plus rudes, les autres plus tendres. La composition chimique, la vitesse de récupération après dégâts, la forme du plant, la durée de développement varient d'une variété à l'autre. Les sélectionneurs cherchent depuis longtemps à utiliser la résistance des plantes comme un élément de protection. Non seulement tuer le ravageur de l'extérieur, mais rendre la culture elle-même moins commode pour lui. On retrouve là le dialogue entre les plantes et les insectes. La plante ne peut pas s'enfuir. Elle se défend donc par la chimie, par ses tissus, par sa croissance, par son rythme de maturation. L'insecte ne peut pas modifier la plante à sa guise. Il s'adapte donc à ce qui existe. L'homme s'interpose entre eux, choisissant des variétés, modifiant les techniques culturales, appliquant des protections. Au bout du compte, une seule feuille de pomme de terre devient le lieu de rencontre de trois forces: la plante, le ravageur et la stratégie humaine. Vu de l'extérieur, le doryphore adulte semble presque un jouet. Un corps ovale et bombé comme une petite goutte cuirassée. Des élytres rigides recouvrent des ailes plus fines, protègent le dos et donnent cette surface rayée si reconnaissable. En dessous se cache le mécanisme du vol, même si, sur la feuille, le coléoptère paraît souvent lent et lourd. La tête est petite, mais elle abrite des outils sans lesquels il n'aurait pas pu devenir ce qu'il est. Les antennes déchiffrent le monde en permanence. Elles ne sont pas simplement dressées vers l'avant. Pour nous, l'air est vide. Pour l'insecte, il est rempli de traces chimiques, odeur de plantes, humidité, indices d'une nourriture adaptée, présence d'autres coléoptères. Pour lui, un champ de pommes de terre ne sent pas comme un simple fond vert. Il sent comme un chemin à suivre. Ses yeux voient autrement que les nôtres. Le monde du doryphore ne ressemble pas à notre image lisse avec un horizon. Il se compose de lumière, de contrastes, de mouvements, de silhouettes de feuilles et de courtes distances. Il n'a pas besoin d'admirer le champ. Il a besoin de trouver une plante, de ne pas tomber, de ne pas surchauffer, de ne pas devenir une proie et de laisser une descendance. Son appareil buccal est broyeur. Ce n'est ni la fine aiguille du moustique, ni la trompe du papillon. C'est un outil fait pour travailler le tissu de la feuille. Le coléoptère découpe la matière verte, laissant des dégâts caractéristiques sur les bords et sur le limbe. Chez la larve, le procédé est encore plus grossier. Ce corps mou en pleine croissance transforme la feuille en nourriture presque sans interruption. 6 pattes s'accrochent à la feuille, à la tige, à une motte de terre, au bord du feuillage. À une si petite hauteur, le monde est immense et accidenté. La nervure d'une feuille est presque une crête. Une goutte d'eau est un obstacle. Les poils de la plante forment un paysage. Ce que l'homme embrasse d'un seul regard, le coléoptère le parcourt comme un territoire. Sous sa coque rigide, il n'a pas d'os. À l'extérieur, une carapace de chitine, une sorte de squelette externe. À l'intérieur, des muscles, un système digestif, des trachées respiratoires, un corps gras, des organes reproducteurs, tout ce dont un petit organisme a besoin pour se nourrir, se déplacer, se reproduire et traverser les périodes défavorables. L'insecte ne respire pas avec des poumons comme un mammifère. L'air entre par de petits orifices sur les côtés du corps et se diffuse dans un réseau de trachées. Cela rend sa vie très dépendante de la température, de l'humidité et de l'état de son corps. Au froid, les processus ralentissent. À la chaleur, ils s'accélèrent. C'est pourquoi le développement des seufs et des larves ne peut jamais se comprendre comme un calendrier strict. Pour le coléoptère, ce n'est pas la date sur notre mur qui compte, mais la température de la feuille, du sol et de l'air. À première vue, sa livrée rayée le rend visible et vulnérable. Mais dans la nature, l'éclat ne signifie pas toujours la faiblesse. Parfois, c'est un avertissement. Beaucoup d'animaux au goût désagréable ou pourvus d'une défense chimique ne cherchent pas à se rendre invisibles. Au contraire, ils semblent dire « mieux vaut ne pas y toucher ». Le doryphore se nourrit de solanacées.
C'est la famille qui comprend la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, le poivron et une multitude de parents sauvages. Beaucoup de solanacées ne sont pas sans défense. Leurs tissus contiennent des substances amères et toxiques qui, pour une partie des animaux, sont un signal de danger. Mais pour le doryphore, ce milieu chimique n'est pas devenu un mur. Il est devenu sa maison. Tout n'est pas simple dans ses relations avec les toxines végétales. Il ne transforme pas n'importe quel poison en arme absolue et ne devient pas totalement immangeable. Mais le seul fait qu'il puisse vivre sur les feuilles des solanacées est déjà important. Là où d'autres herbivores reculent, lui continue de se nourrir. Ses organes sensoriels, ses enzymes et son comportement sont réglés sur des plantes qui, pour beaucoup d'autres, ne constituent pas une nourriture idéale. Et c'est précisément ici que commence sa grande histoire. Avant de devenir le célèbre ennemi de la pomme de terre, les ancêtres du doryphore vivaient en Amérique du Nord et étaient liés à des solanacées sauvages. L'une de ces plantes hôtes naturelles importantes est le solanum épineux, connu sous le nom de buffalo bur. Cette plante ne ressemble en rien au plant soigné de pommes de terre d'un potager. Elle est épineuse, sauvage, rude, adaptée à un paysage ouvert et sec. Dans cet ancien système, le coléoptère faisait partie d'une mosaïque naturelle. De petites parcelles de plantes adaptées, d'autres insectes, des prédateurs, le climat, le rythme des saisons, tout le limitait. Il pouvait être un herbivore prospère, mais il n'était pas le maître d'un champ sans fin. Puis l'homme a apporté la pomme de terre là où le coléoptère possédait déjà l'art de vivre sur les solanacées. Pour l'homme, la pomme de terre est une culture, une nourriture, une récolte, une réserve pour l'hiver. Pour le coléoptère, c'était un parent nouveau, abondant et chimiquement familier de ces anciennes plantes. Et quand les cultures se sont étendues, le coléoptère n'a pas seulement gagné une nouvelle nourriture, il a gagné l'échelle. Le nom de doryphore du Colorado porte à croire que toute l'histoire commence au Colorado. En réalité, il s'est imposé après qu'on eut remarqué le ravageur sur la pomme de terre et qu'on l'eut associé à de graves dégâts dans les régions occidentales de l'Amérique du Nord. Dans la nature, le nom apparaît souvent après l'histoire elle-même. D'abord l'insecte existe. Puis l'homme constate les dégâts. Puis il lui donne un nom. Et ensuite le nom se met à vivre comme s'il expliquait tout. Mais le nom explique peu de choses. Bien plus important que le mot Colorado, c'est le moment où la spécialisation sur les solanacées a rencontré l'agriculture humaine. Imaginez un champ, pas une forêt où foisonnent des plantes, des odeurs, des abris, des prédateurs, des champignons et des insectes. Pas une prairie où une seule espèce végétale occupe rarement tout l'espace. Pas une mosaïque naturelle où la nourriture d'une espèce est dispersée par tâches. Mais un champ de pommes de terre, rangée après rangée, feuille après feuille. La même plante sur une surface immense. Pour l'homme, c'est de l'ordre. Pour un ravageur capable de manger précisément cette plante, c'est une table sans fin. Dans la nature, une spécialisation étroite limite souvent un animal. Si tu te nourris d'un certain type de plante, tu dois trouver cette plante. Si elle est rare, tu es limité. Si elle est dispersée, tu dois dépenser de l'énergie à la chercher. Si autour de toi abondent les plantes différentes, les prédateurs et les concurrents, ton effectif croît rarement sans entrave. Mais la monoculture renverse la règle. Elle transforme la spécialisation en avantage. Là où auparavant, les plantes adaptées n'apparaissaient que par tâches, on en trouve désormais des milliers et des millions. Là où auparavant, il fallait chercher, on peut désormais passer d'un plan à l'autre. Ainsi l'homme, sans le vouloir, a créé pour le doryphore non pas seulement de la nourriture, mais une géographie du succès. Son cheminement à travers le monde est lié aux plantes, au commerce, aux guerres, aux déplacements humains, à l'extension des cultures de pommes de terre et au fait que les insectes savent voyager autrement qu'avec leurs propres ailes. Parfois, ils voyagent avec des marchandises, avec de la terre, avec des emballages, avec du matériel végétal. Parfois, ils se répandent peu à peu, pas à pas, d'une parcelle adaptée à une autre. En Amérique du Nord, il est devenu un ravageur sérieux de la pomme de terre au XIXe siècle. Puis son histoire a débordé les frontières d'un seul continent. En Europe, on a longtemps tenté de l'empêcher d'entrer, de détruire les foyers, d'arrêter sa propagation. Mais plus la pomme de terre devenait une culture importante, plus se multipliaient les endroits où le coléoptère pouvait s'installer. En Europe, la peur qu'il inspirait,
n'était pas seulement agricole. C'était la peur de voir revenir la famine, de perdre une nourriture familière, de voir un petit insecte se révéler plus fort que les frontières, les décrets et les quarantaines. On inspectait les champs de pommes de terre, on tentait de détruire les foyers, on appelait les gens à la vigilance. Le coléoptère est devenu un ennemi, non parce qu'il s'attaquait à l'homme, mais parce qu'il frappait ce que l'homme considérait comme le socle d'une vie tranquille. C'est pourquoi, dans l'Europe d'après-guerre, il s'est si facilement transformé en image politique. Dans les pays d'Europe de l'Est et du bloc soviétique, on appelait ce petit insecte rayé le coléoptère américain, un saboteur, une arme vivante prétendument larguée sur les champs pour détruire les récoltes. Il était assez réel pour qu'on en ait peur, et assez simple pour faire une affiche, reconnaissable, d'origine occidentale, liée à la pomme de terre, cet aliment qui, pour des millions de gens, faisait partie de la survie. Mais la nature entre rarement dans une affiche politique. Sous toute cette rhétorique demeurait une scène simple. Un coléoptère sur une feuille, une larve sur le feuillage, un champ qui a besoin de garder sa verdure. Le doryphore ne sert pas les États. Il ne connaît ni frontières, ni slogan, ni idéologie. Il choisit une feuille. Et il y a là une ironie. L'homme a tenté de faire de lui le symbole d'une agression étrangère, mais la véritable leçon était autre. Le coléoptère révélait la fragilité d'un système agricole simplifié, juste là, sous nos pieds. Pour voir ce système, il faut vivre avec lui une saison entière, l'hiver. Le champ paraît vide. La pomme de terre a été récoltée depuis longtemps. Le feuillage a séché ou disparu. Le sol est gelé en surface, le vent chasse la neige. Et l'homme pense rarement aux insectes qui étaient là l'été. Mais pour une partie des adultes, ce n'est pas la fin, c'est une pause. Le doryphore hiverne à l'état adulte dans le sol. Il s'enfonce vers le bas, là où les variations de température sont moindres, où il n'y a ni oiseaux, ni feuilles, ni lumière, mais où il a une chance de tenir. La profondeur peut varier selon le sol, le climat, l'humidité, l'état du coléoptère lui-même. À certains endroits, il se retrouve à quelques centimètres seulement. À d'autres, il descend plus profond. L'essentiel, c'est de gagner un lieu où le gel ne détruira pas son corps et où le temps ne réclamera pas de nourriture. Ce n'est pas un sommeil au sens humain, c'est un état de vie suspendu. La diapause. En diapause, l'organisme change de régime. Il économise l'énergie, ralentit ses processus, traverse la période où la surface n'offre aucune nourriture adaptée. Pour nous, cela ressemble à de la passivité. Mais dans le destin du coléoptère, la capacité d'attendre est aussi importante que la capacité de se nourrir. Parfois, la nature ne l'emporte pas par la vitesse, mais par la pause. Tandis que l'homme l'oublie jusqu'au printemps, le coléoptère garde sa chance. Son corps renferme des réserves accumulées la saison précédente. En automne, la qualité de la nourriture, la température, la longueur du jour et l'état de la plante déterminent à quel point il se préparera bien à l'hivernage. Celui qui est entré faible dans la période froide peut ne pas en sortir. Celui qui a amassé assez d'énergie et trouvé un bon endroit reçoit une nouvelle chance. Au printemps, le sol se réchauffe peu à peu. D'abord, c'est presque imperceptible. Puis les premières pousses apparaissent dans le champ. La pomme de terre perce vers le haut. Les feuilles sont encore jeunes, tendres, vulnérables. Et c'est à peu près à ce moment que les adultes ayant passé l'hiver commencent à sortir de terre. La sortie de printemps ne ressemble pas à une invasion de film. Il n'y a pas de bruit de marche militaire. Il n'y a pas une seule vague immense qui submerge le champ en une minute. Il y a des coléoptères isolés qui s'extraient vers la lumière, cherchant lentement et obstinément les plantes. Pour un petit potager, ce peut être un seul coléoptère au bord de la planche. Pour un champ, une multitude de points répartis sur les bordures, sur les emplacements de l'an passé, sur les zones où les adultes ont hiverné. Souvent, les premiers dégâts apparaissent là où le coléoptère est arrivé le plus tôt. Depuis le bord du champ, depuis la parcelle voisine, depuis l'emplacement de la culture de l'année précédente. L'adulte se met à manger. Les premières traces semblent insignifiantes. Un bord de feuilles entamé, un trou dans le verre, quelques points sombres d'excréments. S'il y a peu de coléoptères, la plante paraît presque saine.
C'est justement à ce moment que l'homme sous-estime souvent la menace. Car l'adulte n'est que la partie visible du cycle. Après s'être nourrie et accouplée, la femelle pond. Et elle ne le fait pas là où il serait commode pour l'homme de regarder. Elle fixe ses pontes sur la face inférieure des feuilles. Vu de dessus, le plan peut sembler presque normal. Le limbe verdit, la lumière du soleil glisse sur les nervures. L'homme passe et voit de l'ordre. Or, sous la feuille, la génération future est déjà suspendue. Les œufs sont vifs, orange ou jaunâtres, allongés, rassemblés en groupes. Une même ponte peut en compter plusieurs dizaines, et au cours de sa vie, une femelle est capable d'en pondre des centaines. Les chiffres exacts dépendent des conditions, de l'alimentation, de la température et de la région. Mais pour le destin du champ, ce n'est pas un chiffre isolé qui compte, c'est autre chose. Un seul adulte oublié peut laisser non pas une nouvelle bête, mais toute une rangée de larves à venir. Si l'on traduit cette scène en chiffres, elle devient plus inquiétante encore. Une femelle est capable de pondre des centaines d'œufs au cours de sa période de reproduction, et dans de bonnes conditions, les descriptions indiquent souvent des valeurs supérieures à 500. Mais ce n'est pas seulement le chiffre maximal qui importe, c'est la stratégie elle-même. Les œufs ne sont pas dispersés au hasard un par un, mais réunis en groupe, fixés à la feuille et déposés à l'endroit où il est le plus facile de les manquer. Pour un adulte humain, ce ne sont que quelques points oranges. Pour la plante, c'est un futur groupe de larves qui, sous peu, se mettra à manger. Le développement aussi peut être plus rapide que ne s'y attend l'homme. Par temps chaud, les œufs peuvent donner des larves en quelques jours seulement, et le passage de l'œuf au nouvel adulte, dans des conditions favorables, ne prend parfois que quelques semaines. C'est pourquoi le retard ici ne se mesure pas dans l'abstrait. Quelques jours manqués peuvent signifier le passage du stade où la ponte est encore facile à enlever, au stade où les larves ont déjà essaimé, grandi et fait de la feuille une source de nourriture continue. L'œuf paraît immobile et presque décoratif, un petit point orange sur le revers vert. Mais à l'intérieur, le travail a déjà commencé. Le développement dépend de la température. Par temps chaud, tout va plus vite. Au frais, plus lentement. C'est pourquoi le doryphore n'est pas seulement l'insecte de la pomme de terre. C'est aussi l'insecte d'un calendrier écrit par la météo. Quand les larves sortent des œufs, le champ entre dans une phase plus dangereuse. La larve du doryphore ne ressemble pas au bel adulte rayé. Elle est molle, bombée, d'un rouge orangé ou d'un brun rougeâtre, avec des points sombres sur les côtés. La tête est plus foncée. Le corps paraît gonflé, presque en forme de goutte. Elle a l'air maladroite, mais pour la feuille de pomme de terre, c'est une gueule vivante très efficace. Juste après l'éclosion, les jeunes larves restent souvent groupées près de la ponte. Elles sont encore petites, leur corps est fragile, mais elles se nourrissent déjà. À cet âge, il est plus facile de les arrêter, plus facile pour un homme attentif de les repérer, plus facile pour les ennemis naturels de les éliminer. Mais si le moment est passé, elles grandissent. La larve passe par plusieurs stades. On parle généralement de 4 stades larvaires. À chaque mue, elle grossit. Il lui faut davantage de nourriture. Elle ne se contente plus de laisser de petits dégâts, elle dévore visiblement le tissu foliaire. Les larves âgées sont capables de causer l'essentiel des dégâts, parce qu'elles sont grosses, nombreuses et mangent presque sans s'arrêter. Les 4 stades larvaires ne sont pas une simple donnée entomologique aride. Ce sont 4 degrés dans l'aggravation des dégâts. Au premier degré, la larve est minuscule, presque invisible, et on peut la prendre pour une poussière, un point sombre ou une trace d'attaque. Au deuxième, elle se tient déjà plus sûrement sur la feuille. Au troisième et au quatrième, elle devient ce stade vorace après lequel le plant peut perdre brutalement sa masse verte. Ainsi, le même ravageur représente, selon les jours, des niveaux de danger différents. La jeune larve est dangereuse comme le début d'une vague. La larve âgée est dangereuse comme une vague qui a déjà pris de la force. L'adulte est visible et symbolique, mais c'est souvent le stade larvaire qui rend le champ véritablement vulnérable. Il transforme une ponte cachée en dégâts visibles. Ce qui hier était des points oranges sous une feuille, devient aujourd'hui un groupe mouvant de petits corps, et demain un feuillage rongé.
Imaginez un plan en plein cœur de cette dévoration. Le matin, il paraît encore vert. Sur les feuilles du haut, quelques trous. Sous les feuilles du bas, un groupe de larves invisibles depuis l'allée. Dans la journée, le soleil monte, la plante évapore de l'eau, la feuille travaille, tente de nourrir les futurs tubercules. Et les larves continuent de prélever le tissu couche après couche. Vers le soir, les dégâts sont déjà plus marqués. Là où il y avait un limbe lisse subsistent des bords déchiquetés et des nervures. Pour l'homme, cela se résume à « le feuillage est dévoré ». Pour la plante, c'est une perte de puissance. La pomme de terre ne fabrique pas ses tubercules indépendamment des feuilles. Il n'y a pas, sous la terre, un entrepôt qui fonctionnerait à part. Les tubercules grossissent parce que les feuilles captent la lumière, créent des substances organiques et les envoient vers le bas. C'est pourquoi le moment des dégâts est particulièrement important. À certaines phases, la pomme de terre peut supporter une perte partielle de feuilles. À d'autres, quand commence la formation active des tubercules, même une perte moindre de masse verte peut frapper plus durement. Le doryphore est dangereux non seulement par le fait qu'il mange, mais aussi par le moment où il mange. Si des dégâts importants coïncident avec une période clé du développement de la plante, les conséquences pour la récolte deviennent bien plus graves. C'est pourquoi en agriculture, on ne regarde pas seulement la présence du coléoptère, mais aussi la phase de la plante, l'âge des larves, la densité de la population, le pourcentage de feuilles abîmées. Un regard simpliste dit « Il y a un coléoptère, c'est mauvais ». Un regard plus juste demande « Combien sont-ils? À quel stade? Que se passe-t-il pour la plante? Où sont les œufs? Où sont les jeunes larves? Quand commencera la formation des tubercules ?» C'est ainsi qu'un petit ravageur force l'homme à penser comme un écologue. Quand la larve achève son alimentation, elle quitte la plante. Elle tombe ou descend et s'enfonce dans le sol. Là, sous la surface, elle se transforme en nymphe. De nouveau une disparition. De nouveau une étape que l'homme ne voit pas s'il ne regarde que les feuilles. La nymphe n'est pas un repos au sens simple, c'est une reconstruction. Le corps de la larve, conçu pour se nourrir et grandir, se transforme en corps d'adulte. Apparaîtront des élytres, des ailes, des organes matures, un nouveau régime de comportement. De ce sac mou et vorace d'énergie foliaire surgira un adulte rayé, capable à nouveau de se nourrir, de s'accoupler et de se disperser. Dans des conditions chaudes, le cycle s'accélère. Au frais, il ralentit. Dans certaines régions, une seule génération se développe par saison, dans d'autres deux, et dans des conditions plus chaudes, des vagues supplémentaires sont possibles. C'est pourquoi une même espèce se comporte différemment selon les lieux. Le doryphore ne vit pas selon un horaire universel, il s'adapte au climat. Au milieu de l'été, sur une même parcelle, on peut tout voir d'un coup. Des adultes, des œufs, de petites larves, de grosses larves, des nymphes dans le sol et de nouveaux adultes. Pour l'homme, c'est un moment particulièrement déplaisant, car le champ ne se trouve plus dans une seule face claire. On ne peut pas dire « il n'y a que des œufs pour l'instant » ou « il n'y a que des adultes ». Le cycle de vie se superpose à lui-même. C'est précisément pour cela que la lutte contre lui est si difficile. L'adulte est facile à repérer, les œufs sont faciles à manquer. Les jeunes larves sont plus faciles à arrêter. Les larves âgées sont plus dangereuses et plus résistantes à bien des actions. La nymphe dans le sol échappe à la plupart des mesures de surface. L'adulte qui a hiverné peut sortir plus tard et recommencer le cycle. À une étape, il est sous la feuille. À une autre, dans le sol. À une troisième, de nouveau sur la feuille. Ce n'est pas une vie chaotique, mais un système qui exploite les différents étages du champ. Une journée de la vie du doryphore ne paraît lente qu'à l'œil humain. La matinée commence avec la chaleur. Le corps de l'insecte dépend de la température ambiante, et la lumière du soleil le rend peu à peu plus actif. Le coléoptère se déplace sur la feuille, goûte un bord, s'immobilise et se remet à manger. Des antennes captent les odeurs, les pattes s'accrochent à la surface, l'appareil buccal découpe le tissu, et dans la plante, à cet instant, s'enclenchent ses propres réactions chimiques à l'attaque. Le jour, les dangers sont plus nombreux. Un oiseau peut surgir d'en haut, une punaise prédatrice peut parcourir la feuille, une araignée peut se tapir dans l'ombre.
Une secousse brusque et l'adulte est capable de se laisser tomber, parfois comme s'il faisait le mort. Pour l'homme, cela paraît amusant. Il était à l'instant sur la feuille et le voilà disparu dans l'herbe ou une motte de terre. Mais pour un petit insecte, la chute est un moyen de sortir d'une scène dangereuse. Non pas vaincre l'ennemi, mais se soustraire à son champ de vision. Vers le soir, la température change, la feuille refroidit, l'humidité devient autre. Là où, dans la journée, il faisait trop chaud, on peut de nouveau bouger. Les adultes poursuivent leur alimentation et leur recherche de partenaires. Les larves, si elles sont déjà apparues, ne pensent pas au moment du jour selon les catégories humaines. Leur vie est simple et intense. Manger, grandir, muer, manger encore. Un jour, pour elles, ce n'est pas une ligne de calendrier, mais un gain de corps et un pas de plus vers le sol, où commencera la métamorphose. Pour comprendre le doryphore, il faut voir non pas un individu, mais le cycle tout entier. L'adulte peut laisser des pontes sortiront des larves. Les larves abîmeront les feuilles, et les stades âgés sont capables d'emporter l'essentiel de la masse verte. Le sol deviendra le lieu de la nymphose et de l'hivernage. Et la saison suivante sera le point de retour. C'est pourquoi le geste écraser un coléoptère peut être agréable psychologiquement, mais biologiquement insuffisant. C'est comme remarquer la fumée sans chercher le feu. L'erreur la plus dangereuse, c'est de croire que le problème a la forme d'un seul insecte adulte. En réalité, le problème a la forme du temps. Les œufs, les larves, les nymphes, les adultes, l'hivernage, la nouvelle sortie. Si l'homme ne touche qu'un seul moment du cycle, les autres continuent de fonctionner. Le doryphore possède plusieurs atouts. Il exploite une culture répandue, il est capable d'hiverner dans le sol. Il dépose ses pontes dans des endroits protégés. Ses larves consomment rapidement la masse foliaire. Les adultes peuvent se disperser et chercher de nouvelles parcelles. Mais son atout le plus célèbre est sans doute la capacité de ces populations à développer une résistance aux insecticides. Cela ne veut pas dire que chaque coléoptère est immortel. Cela ne veut pas dire que tout poison est inutile. Cela veut dire que, sous une pression chimique constante, survivent les individus qui se trouvent par hasard mieux préparés. Imaginez un champ après un traitement. La plupart des ravageurs sont morts. L'homme voit le résultat et pense « le produit fonctionne ». Et il a peut-être bien fonctionné. Mais si quelques individus ont survécu non par hasard, mais grâce à des particularités héréditaires, l'histoire n'est pas terminée. Ces survivants peuvent laisser une descendance. À la génération suivante, la proportion d'individus plus résistants peut s'élever. Ici, ce n'est pas la volonté du coléoptère, ni un plan rusé qui agit, c'est la sélection. L'homme applique un produit. Une partie des coléoptères meurt, une partie survit. Si les survivants portent des particularités qui aident à supporter le traitement, la génération suivante peut devenir plus difficile à maîtriser. Ainsi, le champ se transforme en laboratoire de l'évolution. Non pas avec des blouses blanches et des éprouvettes, mais avec une terre brûlante, des feuilles de pommes de terre et des gouttes de solution sur les plantes. La résistance peut apparaître de différentes façons. Parfois, change la sensibilité du système de l'organisme sur lequel agit le produit. Parfois, s'intensifie le travail des enzymes qui détruisent ou neutralisent la substance toxique. Parfois, change le comportement. L'insecte entre moins en contact avec la surface traitée ou quitte plus vite le lieu dangereux. Parfois, ce n'est pas un seul gène qui joue, mais tout un ensemble de particularités. C'est pourquoi le doryphore intéresse tant les scientifiques. On l'étudie non seulement comme un ravageur, mais aussi comme un exemple d'évolution rapide en temps réel. On y voit le côté désagréable, mais honnête, de l'agriculture. Quand l'homme crée une forte pression de sélection, la nature ne répond pas par un débat, mais par un changement de fréquence au sein de la population. L'histoire de la lutte contre lui a connu différentes époques. La récolte à la main, les barrières mécaniques, les composés toxiques, le DDT et d'autres produits du passé, de nouvelles classes d'insecticides, des moyens biologiques, la rotation des cultures, la protection intégrée, et désormais, jusqu'à des technologies fondées sur l'interférence par ARN, où une substance ne se contente pas d'empoisonner l'insecte de la manière habituelle, mais interfère avec le fonctionnement d'un gène vital précis. Cela sonne comme de la science-fiction.
Un petit coléoptère de la pomme de terre est la technologie qui fait taire un gène. Mais c'est exactement là que son histoire a mené. Un banal ravageur de potager est devenu l'objet d'une science de pointe, parce qu'il résistait trop bien aux anciennes approches. L'interférence par ARN est d'autant plus intéressante qu'elle change le langage même de la lutte. Le poison ordinaire agit souvent comme un coup brutal porté au système nerveux, au métabolisme ou à d'autres processus vitaux. L'approche par ARN sonne autrement. Trouver une instruction importante à l'intérieur de l'organisme et l'empêcher de fonctionner. Non pas simplement inonder le champ d'une substance qui tue tout sur son passage, mais tenter de frapper une vulnérabilité moléculaire précise du ravageur. Pour nous, c'est un bond presque inimaginable. Le même coléoptère que l'on ramassait jadis dans des bocaux participe désormais à une conversation sur les gènes, les molécules, la résistance et les biotechnologies de précision. Mais même ici, la vieille règle subsiste. Si la méthode est employée sans réflexion, la nature se remettra à répondre par la sélection. La nouvelle technologie n'abolit pas l'évolution. Elle ne fait que déplacer le champ de bataille plus en profondeur, de la feuille et du sol, vers le niveau des processus cellulaires. Et pourtant, même les méthodes les plus récentes n'abolissent pas la règle principale. Il n'existe pas de bouton de victoire éternel. N'importe quel outil peut être gâché par un usage incorrect. Si l'on ne s'appuie que sur un seul procédé, si l'on répète toujours la même action, si l'on ne tient pas compte du stade de développement du coléoptère, si l'on ne regarde pas sous les feuilles, si l'on cultive la pomme de terre à côté de la parcelle de l'an passé sans maîtriser les Solanacées adventices, alors même un produit puissant se mue en simple répit provisoire. Le Doryphore enseigne une discipline désagréable. La lutte contre un système vivant doit être un système. La rotation des cultures est importante parce que, au printemps, les adultes ayant hiverné cherchent une plante adaptée. Si la pomme de terre repousse au même endroit ou à proximité, le chemin est court. Si la culture est déplacée plus loin, une partie des coléoptères dépense plus de temps et d'énergie, une partie meurt, une partie n'a pas le temps de former une première vague vigoureuse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géographie. Le nettoyage des résidus végétaux et le contrôle des solanacées sauvages sont importants, parce que le coléoptère a besoin d'hôtes. S'il y a à proximité du morel, du datura, des plantes adventices apparentées aux coquerets ou d'autres représentants de la famille, ils peuvent entretenir une partie de la population. Le champ s'arrête rarement à la dernière rangée de pommes de terre. Pour le coléoptère, il se prolonge dans les mauvaises herbes, les bordures, les chemins entre parcelles et les jardins voisins. L'inspection des plantes est importante, parce que le sort se joue souvent non pas au sommet, mais en dessous. L'homme qui ne regarde que l'adulte arrive trop tard. L'homme qui retourne les feuilles et cherche les pontes voit l'avenir plus tôt. Le travail sur les jeunes larves est important, parce que, à ce moment, elles sont plus vulnérables. Elles sont plus petites, leur corps plus mince, elles n'ont pas encore eu le temps de causer l'essentiel des dégâts. La lutte tardive contre les larves âgées ressemble à une tentative de fermer la porte, alors qu'une partie de la récolte est déjà mangée. L'alternance des mécanismes d'action est importante, parce que la population ne doit pas passer chaque fois le même examen. Si l'examen est identique, la sélection devient orientée. Si les stratégies changent et se combinent, il est plus difficile pour le coléoptère d'apporter une seule réponse simple. La préservation des ennemis naturels est importante, parce que le champ, ce n'est pas seulement la pomme de terre et le ravageur. On y trouve des punaises prédatrices, des coccinelles, des carabes, des chrysopes, parfois des parasitoïdes, des champignons pathogènes, dont Beauveria bassiana, qui peut infecter les insectes. Ces alliés ne sont pas toujours capables d'arrêter complètement le Doryphore, surtout sur de grandes cultures simplifiées. Mais ils font partie de la pression qui, dans un système plus diversifié, empêche une seule espèce de croître sans limite. Chacun de ces ennemis a sa propre scène. La punaise prédatrice ne se comporte pas comme un oiseau. Elle perce sa proie et en aspire le contenu. La chrysope, au stade larvaire, est elle-même comme un petit prédateur qui cherche les corps mous d'autres insectes. Le carabe patrouille la surface du sol et peut intercepter ceux qui descendent ou se retrouvent au ras de la terre. Le champignon pathogène agit plus discrètement encore. Les spores se déposent sur le corps de l'insecte, germent dans des conditions favorables et transforment l'humidité en arme. Mais les ennemis naturels ont une limite qu'il importe de comprendre. Ils ne sont pas une armée de salut magique.
Si le champ est immense, uniforme, régulièrement perturbé et traité par des produits à large spectre, il est plus difficile pour ses ennemis de s'installer. Il leur faut des abris, de la diversité, de la nourriture, du temps, et parfois simplement une chance de survivre à l'intervention humaine. Dans une mosaïque naturelle, ils font partie de l'équilibre. Dans un agrosystème simplifié, ils sont souvent trop peu nombreux ou arrivent trop tard. Le côté à la fois drôle et triste de la guerre chimique, c'est que parfois l'homme détruit non seulement le ravageur, mais aussi ceux qui le contiennent. Si le traitement frappe large et fort, il peut supprimer les prédateurs, les parasites et les insectes utiles. Le ravageur, qui se rétablit plus vite ou supporte mieux le traitement, se retrouve avec un champ encore plus libre. Le doryphore est devenu un problème non pas seulement à cause de ses propriétés. Il est devenu un problème à cause de l'association de ses propriétés avec nos décisions. En lui-même, il est vulnérable. Il dépend des solanacées, de la température, du sol, de la saison, des ennemis et de la qualité de la nourriture. Il peut périr du froid, des maladies, des prédateurs, d'un hivernage raté, de l'absence d'hôtes, surtout au stade de l'œuf et de la jeune larve. Mais sur un immense champ de pommes de terre, ses faiblesses s'amenuisent et ses atouts se renforcent. Beaucoup de nourriture. Peu de diversité. Des cultures souvent répétées. Des traitements similaires. Une géographie commode. L'habitude humaine de ne regarder que par-dessus. Tout cela transforme une chrysomèle ordinaire en adversaire agricole de niveau mondial. Il a des ennemis, mais il a aussi des sortes d'alliés. Pas des aides conscientes, bien sûr. Dans la nature, il n'existe pas d'armée où le coléoptère signerait un pacte avec l'homme. Mais il existe des facteurs qui jouent en sa faveur. Le principal allié du doryphore, c'est la monoculture. Le temps chaud accélère son développement. Les bords de champs négligés deviennent des abris et des passerelles. Et la culture répétée de la pomme de terre au même endroit lui ouvre un court chemin de l'hivernage à la nourriture. L'usage incorrect des insecticides se mue en école de sélection, et le regard inattentif de l'homme protège les pontes sous les feuilles. Même notre besoin psychologique d'une solution simple l'aide. L'homme veut entendre, fait une seule chose, et le coléoptère disparaîtra. Mais la nature est rarement aussi commode. Sur un champ de pommes de terre, c'est un ravageur. Dans un système naturel, c'est un insecte herbivore, un maillon des relations alimentaires et de l'antique dialogue entre les plantes et ceux qui les mangent. Au sens agricole, il détruit la masse foliaire des plantes cultivées et réduit la récolte. Mais au sens écologique, même une telle espèce ne sort pas du monde. Ses œufs, ses larves et ses adultes deviennent la nourriture des prédateurs. Ils participent à la pression exercée sur les plantes, et les plantes répondent par une défense chimique. Ils poussent les sélectionneurs à chercher des variétés plus résistantes. Il aide les scientifiques à comprendre la rapidité avec laquelle les insectes s'adaptent aux poisons. Parfois, l'utilité d'une espèce pour l'homme ne tient pas à ce qu'elle nous aide directement. Parfois, son importance tient à ce qu'elle révèle une erreur. Le doryphore a montré à l'humanité qu'un ravageur n'est pas simplement un insecte qui est arrivé. C'est le résultat d'un lien entre la biologie et l'organisation de l'agriculture. Là où nous simplifions le milieu, nous risquons de renforcer celui qui convient le mieux à ce milieu. Regardons-le d'encore plus près, comme un être vivant et non comme un simple problème. La matinée, sur un champ de pommes de terre, commence avec la température. S'il fait frais, le coléoptère est peu actif. Son corps dépend du milieu. Il ne s'échauffe pas de l'intérieur, comme un oiseau ou un mammifère. Le soleil monte, la feuille se réchauffe et les mouvements deviennent plus vifs. L'adulte gagne le haut de la plante ou se tient là où il est le plus à l'aise. Il se nourrit, fait des pauses, se déplace sur la feuille, parfois tombe à la moindre alerte ou s'immobilise. Si on le dérange, il peut recourir à la défense la plus élémentaire, descendre, se cacher dans le feuillage, se laisser choir à terre, où son corps rayé se perd parmi les mottes et les ombres. Pour nous, le jour, c'est la lumière, les heures, les tâches. Pour le coléoptère, le jour, c'est une alternance de température, d'humidité, d'odeur, de danger et de nourriture disponible. Il ne réfléchit pas à la pomme de terre. Son comportement se compose de signaux. L'odeur de la feuille, le contact des pattes avec la surface, le goût du tissu,
l'état de l'organisme, la disposition à l'accouplement. Chez la femelle, le besoin de trouver un endroit adapté pour les œufs. Chez le mâle, la recherche d'une femelle et la nourriture. L'accouplement, chez de tels insectes, paraît simple, mais il repose sur des signaux chimiques et comportementaux. Les mâles et les femelles doivent se trouver sur la plante, dans un labyrinthe vert où les feuilles bouchent la vue. Là comptent les odeurs, les traces, les contacts, le mouvement. Le champ peut sembler uniforme à l'homme, mais pour le coléoptère, il est plein de microscènes. La femelle ne choisit pas au hasard l'emplacement de sa ponte. Le dessous de la feuille protège les œufs du soleil direct, d'une partie de la pluie, de certains regards et de quelques dangers mécaniques. Le microclimat y est plus doux, le dessèchement moindre, et il est plus difficile de repérer la ponte depuis la hauteur d'un homme debout. Mais ce n'est pas une forteresse parfaite. Les œufs peuvent être mangés par des prédateurs. Ils peuvent être détruits par la météo, les maladies, l'homme. C'est pourquoi la stratégie du coléoptère ne repose pas sur la protection absolue de chaque œuf, mais sur le nombre, la répétition et la répartition du risque. Une partie des pontes périra, mais d'autres survivront. On inspectera un plan, on en manquera un autre. Une larve isolée deviendra une proie, mais des dizaines d'autres continueront de manger. Ce qui fonctionne ainsi, ce n'est pas une invincibilité individuelle, mais une résilience de la population. La larve est le stade le plus honnête du doryphore. Il n'y a presque rien en elle de la beauté discrète du corps rayé de l'adulte. Tout est subordonné à la croissance. Sa tâche est simple, manger, grandir. Elle n'a ni élytre rigide, ni aile mature, ni mission de dispersion lointaine. Elle est rattachée à la plante sur laquelle elle est née et aux feuilles voisines. Mais c'est précisément ce stade simple qui décide souvent du sort du plant. Les jeunes larves ressemblent à de petits points rouges sombres amassés près du point d'éclosion. Puis elles se dispersent. Par temps chaud, leur croissance peut être rapide, et l'homme qui a négligé l'inspection pendant quelques jours découvre soudain un tableau tout autre. Non plus de petites taches nettes, mais de grosses larves épaisses et voraces qui laissent derrière elles des feuilles squelettisées. Le mot « squelettisation » est ici presque littéral. De la feuille, il ne reste qu'une charpente. Les nervures gardent leur forme, mais le tissu vert s'amenuise. La plante se réduit, en quelque sorte, à son propre schéma. S'il y a beaucoup de larves, le plant devient transparent. À travers lui, on voit la terre. Les sommets se dénudent. La pomme de terre continue de vivre, mais ses possibilités diminuent brutalement. Et c'est là que l'on comprend pourquoi le doryphore provoque une telle colère. L'homme prépare la terre pendant des mois, plante, bute, arrose, attend. Et un petit insecte utilise ce même labeur comme un système nourricier tout prêt. Mais la colère n'explique rien. C'est la biologie qui explique. Le doryphore n'a pas choisi la pomme de terre en tant que valeur humaine. Il a choisi une solanacée appropriée. Il ignore que sous le plant se forment des tubercules, qu'ils seront conservés dans une cave, qu'ils sont nécessaires à une famille ou à une ferme. Il interagit avec la feuille, et c'est précisément cette interaction qui peut représenter pour nous une perte considérable. Parmi les mythes sur le doryphore, l'un des plus tenaces dit ceci: « Il ne faut pas l'écraser, car cela aggraverait les choses. » Souvent, on rapporte cette idée de façon presque mystique, comme si le coléoptère écrasé se reproduisait d'une manière ou d'une autre, ou attirait une nouvelle armée. En réalité, l'adulte peut être éliminé mécaniquement. Si vous avez écrasé un individu, il ne ressuscitera pas et ne se décomposera pas en une multitude de nouveaux coléoptères. Mais le conseil populaire, ne croyez pas que cela suffit, a du sens. Si vous avez enlevé un adulte, mais que vous n'avez pas regardé sous les feuilles, les pontes sont restées. Si vous n'avez pas remarqué les larves, elles continueront de manger. Si d'autres adultes hivernent à proximité, ils sortiront plus tard. Le problème n'est pas qu'écraser soit magiquement nuisible. Le problème, c'est qu'écraser un seul adulte est souvent inutile sur le plan stratégique. Un autre mythe veut que le doryphore ne mange que de la pomme de terre et rien d'autre. La pomme de terre est effectivement son aliment principal et préféré dans l'histoire agricole. Mais il est lié aux solanacées plus largement.
Il peut se nourrir d'aubergines, de tomates, de certaines variétés de poivrons, de solanacées sauvages. Selon les conditions, ses préférences et son succès de développement peuvent varier, mais il importe à l'homme de se rappeler que la planche de pommes de terre n'est pas isolée des autres plantes de la famille. Un troisième mythe veut que le coléoptère soit totalement invulnérable aux poisons. C'est faux aussi. Beaucoup de produits peuvent donner des résultats, surtout s'ils sont appliqués avec discernement, au bon moment et dans le cadre des recommandations autorisées. Mais le doryphore a une capacité documentée à développer rapidement une résistance à diverses substances actives. Ce qui est dangereux, ce n'est donc pas l'emploi des produits en soi, mais la croyance en un seul produit comme garantie éternelle. Un quatrième mythe veut qu'il soit un « saboteur étranger » au sens politique direct. L'histoire de sa propagation est effectivement liée à l'Amérique du Nord et à son mouvement vers l'Est et à travers les continents. Mais l'insecte n'agit pas sur ordre. Il se répand là où il y a des conditions favorables. Un cinquième mythe veut que le ravageur soit toujours également dangereux. En réalité, ces dégâts dépendent de son effectif, de son stade, de la météo, de l'état de la plante, de la phase de développement de la pomme de terre et des actions de l'homme. Un petit nombre d'adultes au début de l'observation, ce n'est pas la même chose que des larves âgées en masse au moment de la formation des tubercules. Il existe encore un mythe populaire. Le doryphore apparaîtrait de la pomme de terre elle-même, comme s'il naissait directement dans les tubercules. C'est faux. Son cycle est lié aux feuilles, aux œufs, aux larves, au sol et aux adultes, et non à une miraculeuse génération spontanée à partir de la récolte. La confusion vient de ce que les adultes sortent de terre près des cultures, et l'homme a l'impression qu'ils sont issus de la culture elle-même. En réalité, ils ont simplement attendu la partie invisible de l'année, là où nous regardons rarement. Le doryphore n'est pas dangereux de façon uniforme, il est dangereux par vagues. Et ces vagues sont liées à son cycle de vie. Si l'on imagine son année comme un film documentaire, la première partie serait presque invisible, l'hivernage dans la terre. La deuxième, la sortie à la surface et la recherche de nourriture. La troisième, l'alimentation et l'accouplement. La quatrième, les œufs sous les feuilles. La cinquième, les larves et la dévoration massive. La sixième, la descente dans le sol et la métamorphose. La septième, une nouvelle génération d'adultes. La huitième, la préparation à l'hiver. Mais dans la réalité, ces parties ne se succèdent pas toujours joliment et séparément. Elles se superposent. Certains coléoptères pondent déjà, d'autres sortent à peine. Certaines larves sont encore petites, d'autres s'enfoncent dans le sol. De nouveaux adultes apparaissent alors que les plantes portent encore des pentes. Le champ devient non pas une histoire linéaire, mais un cœur à plusieurs voies de stade. Voilà pourquoi il est difficile. L'homme a sa journée de travail, son calendrier, la météo, d'autres soucis. Le coléoptère, lui, vit une série ininterrompue de petites décisions biologiques. Il n'attend pas que cela nous arrange. Les jours chauds accélèrent le développement. Des feuilles adaptées soutiennent l'alimentation. Le sol cache une partie du cycle. La chimie répétée enclenche la sélection. Et la monoculture fournit assez de ressources. C'est précisément ce qui fait de lui non pas un monstre, mais un ravageur efficace. Fait intéressant, le doryphore s'est révélé important non seulement pour les agronomes, mais aussi pour la science du comportement des insectes. Les chercheurs s'intéressent à la façon dont ils trouvent les plantes, dont ils réagissent aux odeurs, dont ils distinguent les hôtes adaptés, aux signaux chimiques qui interviennent dans sa vie, à la raison pour laquelle certaines plantes lui conviennent mieux que d'autres. Pour l'homme, un plant de pommes de terre sent simplement la verdure, la terre et l'été. Pour l'insecte, cette odeur se décompose en messages chimiques. Les substances volatiles de la plante peuvent l'attirer. Les feuilles abîmées ne sentent pas comme les feuilles intactes. Une plante attaquée par un insecte modifie son profil chimique. Le monde du champ devient une carte invisible de molécules. Le doryphore ne lit pas cette carte consciemment. Son système nerveux est réglé sur des signaux. Mais le résultat paraît presque raisonné. Il trouve sa nourriture, choisit une plante, réagit à l'état du milieu. Et ici surgit un autre détail subtil. Quand une plante est blessée, elle ne perd pas son tissu en silence. Les plantes peuvent modifier leur défense chimique, déclencher des réactions, libérer des substances qui agissent sur les herbivores et sur leurs ennemis. Le champ n'est pas un décor vert silencieux, c'est une conversation chimique.
Le doryphore participe à cette conversation par des millions de petites morsures. Les solanacées se défendent. Le coléoptère s'adapte. L'homme intervient par les variétés, les cultures, les traitements. Les prédateurs et les pathogènes tentent d'exploiter le coléoptère lui-même. Il en résulte un réseau bien plus complexe que la simple phrase « le coléoptère mange la pomme de terre ». Mais c'est précisément cette phrase simple qui le rend célèbre. Pour l'enfant au potager, le doryphore, c'est un bocal d'eau salée ou savonneuse dans lequel les adultes proposent de faire tomber les ravageurs. C'est le premier contact avec l'idée que les insectes ne sont pas seulement des papillons et des abeilles, mais aussi des bêtes que l'on ramasse comme des ennemis de la récolte. Pour l'agriculteur, c'est un risque et un calcul. Quand inspecter le champ? Quand intervenir? Avec quoi traiter? Comment ne pas perdre l'efficacité des produits? Comment ne pas manquer les échéances? Comment sauver les tubercules? Pour le scientifique, c'est un modèle d'adaptation. Une espèce qui montre la rapidité avec laquelle les populations peuvent répondre à la pression humaine. Pour l'historien, c'est une trace de la guerre froide, de la propagande, des affiches, des campagnes de masse et de la peur de perdre sa nourriture. Pour l'écologue, c'est un exemple de la façon dont la monoculture modifie l'équilibre entre la plante et l'herbivore. Un seul petit coléoptère relie tous ces mondes. C'est là toute son étrange force documentaire. Si on le regarde sans agacement, il est même beau. Des rayures contrastées, une forme nette, un corps brillant, un déplacement assuré. Mais cette beauté n'efface pas les dégâts. La nature est souvent belle, là précisément où l'homme est gêné. Les larves, à leur manière, sont expressives elles aussi. Des corps rougeâtres sur fond vert, on dirait presque un signal d'alerte. Elles sont faciles à voir, à condition de savoir où regarder. Mais c'est justement le savoir qui décide de tout. L'œil inattentif passe à côté. L'œil attentif perçoit le stade, l'effectif, l'âge, la direction que prend le problème. Le dessous de la feuille devient le principal symbole du doryphore. Presque toute la philosophie de la lutte contre lui tient en un geste simple: retourner la feuille. Ainsi, l'homme cesse de se fier à la première impression, cherche le début du problème et non son résultat visible, et comprend que la nature cache souvent l'essentiel là où il ne nous est pas commode de regarder. Mais la feuille n'est qu'un niveau. Le second niveau, c'est le sol. Pour le doryphore, le sol n'est pas une simple surface sur laquelle il rampe. C'est un refuge, une chambre de métamorphose, une maison d'hiver et un élément de sa stratégie de survie. Quand la larve s'enfonce dans la terre pour la nymphose, elle disparaît de la scène habituelle. Quand l'adulte part hiverner, il disparaît lui aussi. C'est pourquoi le champ peut sembler assaini, alors qu'une partie de la population a simplement changé d'étage. L'homme a l'habitude de lutter en surface. Mais les insectes vivent souvent dans un monde vertical. La feuille, la tige, le sol, la profondeur, l'air. Chaque couche offre ses propres possibilités. L'adulte sait voler, même s'il ne le fait pas toujours activement sous les yeux de l'homme. Le vol est important pour la dispersion, la recherche de nouvelles parcelles et le départ au-delà d'un seul plan, surtout quand la nourriture locale se dégrade, que les plantes vieillissent, que la densité devient élevée ou que les conditions changent. Mais au début du printemps, après l'hivernage, beaucoup d'adultes se déplacent d'abord à pied. Cela rend la distance jusqu'aux nouvelles cultures importantes. Si la pomme de terre est plantée loin de l'emplacement de l'an passé, une partie des coléoptères ayant hiverné ne la trouve pas vite. Si elle est à proximité, la tâche se simplifie. Pour nous, déplacer une planche à un autre endroit est un procédé technique. Pour le coléoptère, c'est un changement de la carte du monde. Et sa carte du monde est petite, mais très concrète. L'odeur des solanacées, la température, l'humidité, la direction, la surface du sol, la présence d'abri. Il ne comprend pas les limites d'une parcelle. Pour lui, il n'y a pas mon potager et celui du voisin. Il y a la nourriture et la distance jusqu'à la nourriture. C'est pourquoi la lutte contre le doryphore sur de petites parcelles se complique souvent du voisinage. Vous pouvez inspecter soigneusement vos plantes, et à côté, il peut y avoir une culture laissée à l'abandon. Pour le coléoptère, ce n'est pas un territoire étranger, mais une partie du même paysage. Sur les grands champs, une logique semblable agit à l'échelle de l'exploitation. Les bordures, les emplacements de l'an passé, les cultures de solanacées, les mauvaises herbes, les haies, les vents,
les dates de sortie des adultes. Le doryphore montre que l'agriculture ne s'arrête pas à la ligne droite des semis. Elle est intégrée au paysage. Il y a encore un détail auquel on pense rarement. Son succès tient non seulement à sa reproduction, mais aussi à la façon dont ces stades répartissent le risque. Les œufs sous la feuille, les larves sur la plante, les nymphes dans le sol, les adultes dans le sol l'hiver et sur les feuilles l'été. Si le danger n'agit que sur une seule couche, les autres peuvent survivre. La pluie peut emporter une partie des jeunes larves, mais pas les adultes dans le sol. Un prédateur mangera une ponte sans atteindre la nymphe. Un traitement touchera les larves, mais épargnera les œufs et ceux qui sont déjà passés sous terre. L'hiver tuera les faibles et les forts sortiront au printemps. Ainsi, la population répartit ses mises. Chez l'homme, une telle stratégie donne le sentiment que le coléoptère est partout. En réalité, il vit simplement par stade. Les ennemis du doryphore vivent eux aussi par stade et par occasion. Les punaises prédatrices peuvent percer les œufs ou les larves. Les coccinelles, que beaucoup connaissent comme ennemis des pucerons, peuvent aussi dévorer les œufs de certains autres insectes. Les carabes chassent à la surface du sol. Les chrysopes et d'autres prédateurs peuvent contribuer à réduire l'effectif. Les champignons pathogènes infectent les insectes quand l'humidité et les conditions s'y prêtent. Mais pourquoi alors les ennemis naturels ne règlent-ils pas complètement le problème ? Parce qu'un champ de pommes de terre est un milieu artificiel. On y trouve souvent peu d'abris permanents, peu de ressources florales, peu de diversité. Les traitements peuvent réduire l'effectif des prédateurs. Et le doryphore est capable de se reproduire plus vite que le système ne le contient. Dans une mosaïque naturelle, les prédateurs et les maladies peuvent faire partie de l'équilibre. Dans la monoculture, l'équilibre est rompu. Cela ne veut pas dire que les ennemis naturels sont inutiles. Cela veut dire qu'on ne peut pas leur laisser tout le travail, là où l'homme a lui-même créé un monde trop commode pour le ravageur. Fait intéressant, certaines mesures qui paraissent douces fonctionnent non parce qu'elles sont bienveillantes, mais parce qu'elles changent les conditions. Un paillis peut compliquer la sortie et la nymphose. Des voiles de protection peuvent physiquement isoler les plantes des adultes en début de saison, s'ils sont posés à temps. La récolte manuelle, sur une petite parcelle, peut être efficace si elle ne porte pas seulement sur les adultes, mais aussi sur les pontes et les larves. La rotation des cultures ne tue pas le coléoptère directement, mais le prive du court chemin vers la nourriture. Toutes ces méthodes ont un point commun. Elles interviennent dans le cycle, et pas seulement sur l'image du ravageur. Le doryphore n'exige pas de l'homme qu'il panique, il exige de l'attention, pour ce qui est de sa place dans le monde. C'est l'un des ravageurs les plus connus de la pomme de terre dans l'hémisphère nord. Il s'est largement répandu en Amérique du Nord, en Europe et dans une partie de l'Asie. Dans les différentes régions, son importance varie, mais sa réputation, elle, est mondiale. On le connaît dans les articles scientifiques, les recommandations agronomiques, les conseils de jardinage et les souvenirs de famille. Il est devenu cet insecte rare qui a débordé les frontières de la biologie pour entrer dans la culture populaire du travail de la terre. Bien des ravageurs sont beaucoup moins connus du grand public. Les nématodes, les maladies fongiques, les virus, les insectes du sol caché peuvent causer d'énormes dégâts, mais ils restent invisibles pour l'homme ordinaire. Le doryphore est différent. Il est grand, vif, voyant, facilement reconnaissable. Il transforme un problème de récolte en une image visible. Un problème complexe est plus facile à saisir quand il a un visage rayé. Mais derrière ce visage se trouve une créature dotée d'une stratégie de vie étonnamment cohérente. Sa force tient à la combinaison. Une nourriture adaptée, des pentes cachées, des larves voraces, le sol comme refuge, une capacité de dispersion, une réaction évolutive rapide et la monoculture humaine. Chacun de ces points, pris isolément, ne le rend pas invincible. Ensemble, ils en font le problème. C'est souvent ainsi que sont faits les ravageurs efficaces. Ils possèdent rarement une seule supercapacité fantastique. Ils ont un ensemble de petits avantages qui, dans le milieu approprié, s'additionnent en un grand résultat. Le doryphore ne vainc pas le champ de pommes de terre d'un seul coup. Il l'emporte par la répétition, par les pontes, les larves, les saisons et les rencontres répétées
avec les mêmes traitements. Et si l'homme répond par la même répétition, sans changer de stratégie, le coléoptère a sa chance. En ce sens, il est devenu le symbole d'une course aux armements évolutive. L'homme crée un produit. Le coléoptère n'apprend pas au sens humain, mais la population change. L'homme crée un nouveau produit. Le coléoptère repasse par la sélection. L'homme augmente la pression. Les systèmes vivants répondent par de nouvelles combinaisons de survie. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la protection des plantes. Sans elle, l'agriculture perdrait dans bien des cas d'énormes volumes de récoltes. Mais cela veut dire que la protection doit être plus intelligente qu'un simple renforcement du coût. Dans le monde du doryphore, la force sans compréhension peut devenir une faiblesse. Son lien avec la diversité génétique est lui aussi scientifiquement intéressant. Un ravageur qui s'étend rapidement et affronte de nouvelles conditions doit disposer de matériaux pour s'adapter. Chez le doryphore, les chercheurs trouvent des indices que son succès tient non seulement à de nouvelles mutations, mais aussi à une diversité déjà existante que les populations peuvent exploiter quand le milieu change. C'est une idée importante. Parfois, l'adaptation paraît soudaine, non parce que la nature aurait tout réinventé en une nuit, mais parce que la population renfermait déjà des variantes qui, dans de nouvelles conditions, sont devenues utiles. L'homme change le milieu, et de vieilles différences cachées deviennent décisives. On comprend ainsi pourquoi un même produit fonctionne mieux à un endroit et moins bien à un autre. Pourquoi les recommandations doivent être locales? Pourquoi on ne peut pas simplement reprendre l'expérience réussie d'autrui et la répéter machinalement? Les populations diffèrent, l'historique des traitements diffère, le climat diffère, la structure des champs diffère. Le doryphore enseigne non seulement la biologie, mais aussi l'humilité devant les conditions locales. Son histoire avec l'interférence par ARN annonce une nouvelle ère de la protection des plantes. Contrairement à beaucoup d'insecticides traditionnels, de telles approches peuvent être plus précises. Elles visent des processus moléculaires précis du ravageur. L'idée sonne presque comme un murmure au lieu d'un coup. Non pas empoisonner tout alentour, mais réduire au silence un gène important chez l'organisme voulu. Mais même ici, des questions demeurent. Combien de temps l'efficacité durera-t-elle? Comment l'appliquer correctement? Comment éviter un nouveau cycle de résistance? Comment la combiner avec d'autres méthodes? Comment en évaluer l'effet sur le système? La science fournit des outils, mais n'abolit pas la responsabilité. Le doryphore a survécu à l'époque où on le ramassait à la main. Il a survécu à l'époque où on le voyait comme un ennemi politique. Il a survécu à l'époque de la confiance chimique de masse. Il entre maintenant dans l'ère des technologies moléculaires. Et tout cela autour d'un petit corps rayé sur une feuille de pomme de terre. Il y a dans cette histoire un détail presque philosophique. L'homme croit souvent que l'importance se mesure à la taille. Une grosse bête paraît plus importante qu'un petit insecte. Mais en agriculture, la taille fonctionne autrement. Une créature longue de moins d'1 centimètre peut influer sur la récolte de régions entières, parce qu'elle agit non pas seule, mais par génération. La population, voilà la véritable taille du doryphore. Pas un seul individu sur une feuille, pas un seul adulte dans un bocal, mais des milliers et des millions de petits organismes liés aux plantes, au sol, au climat et aux décisions humaines. Quand nous regardons un seul coléoptère, nous voyons un signe. Quand nous comprenons le cycle, nous voyons un système. Revenons au champ, en plein cœur de l'été. Une journée brûlante. Les feuilles de pommes de terre s'affaissent un peu sous le soleil. Entre les rangées, la terre est sèche, le feuillage est poussiéreux. Vu de dessus, les plants paraissent encore verts, mais si l'on s'accroupit, l'image change. Sur les feuilles du bas, des traces d'alimentation. Sous l'une, une ponte. Sous une autre, de jeunes larves. Plus haut sur la tige, un adulte, immobile, comme une partie de la plante. Tout près, presque imperceptible, rampe une punaise prédatrice. Quelque part dans le sol se cache un carabe. Sur une vieille larve peut se développer une infection fongique. Un oiseau passe au-dessus du champ, mais ne fait pas du doryphore sa nourriture principale.
Dans cette scène, il n'y a ni héros unique, ni méchant unique. Il y a un réseau de relations. L'homme entre dans ce réseau avec un seau, un pulvérisateur, un calendrier, l'expérience des années passées et l'espoir d'une récolte. Ces actions deviennent, elles aussi, une partie de l'écologie du champ. S'il inspecte attentivement les feuilles, retire les pontes, respecte la rotation des cultures, n'abuse pas d'un seul produit, tient compte de la phase de la plante et préserve la diversité là où c'est possible, il travaille avec le système. S'il attend que les plants soient presque dénudés, puis applique le même produit encore et s'étonne ensuite que le coléoptère n'ait plus peur de rien, il travaille contre lui-même. Le doryphore ne pardonne pas l'inattention, mais il n'est pas une énigme sans solution. On peut le contenir. On peut réduire son effectif. On peut protéger la récolte. Mais pour cela, il faut respecter les faits de sa vie. Parfois, respecter un ravageur sonne étrangement. Mais respecter ne veut pas dire aimer. Respecter, c'est comprendre que nous n'avons pas devant nous une tâche sale, mais un organisme vivant doté d'un cycle, de faiblesses et d'avantages. C'est seulement ainsi que l'on peut agir avec précision. Il importe surtout de ne pas le réduire à une caricature. Si l'on dit « il est invincible », l'homme baisse les bras. Si l'on dit « c'est une broutille », l'homme arrive trop tard. La vérité est au milieu. Le doryphore est très bien adapté aux conditions que nous créons souvent nous-mêmes. Il n'est pas plus fort que la nature. Il est une partie de la nature qui s'est retrouvée dans un système humain commode. L'une des questions les plus inattendues sonne ainsi. Le doryphore est-il seulement nécessaire? Pour le jardinier, la réponse paraît évidente, non. Pour l'agriculteur aussi, c'est un ravageur qui peut réduire la récolte et exiger des dépenses. Mais la nature ne répartit pas les espèces selon nos catégories de nécessaires et inutiles. Dans un système naturel, il mange des plantes, devient lui-même de la nourriture, participe à la sélection, interagit avec les microbes, les prédateurs et la chimie des plantes. Son rôle nous est désagréable quand il se retrouve sur la pomme de terre. Mais c'est précisément ce caractère désagréable qui en fait un indicateur important. Il révèle où le champ est devenu trop commode pour une seule espèce, où la stratégie est trop uniforme, où l'homme ne regarde que le sommet du problème. En ce sens, il aide non pas la récolte, mais la compréhension. Peut-on dire que le doryphore aide la nature? Si l'on sépare la récolte de l'écosystème, la réponse se complique. Pour la récolte, non. Pour le champ de pommes de terre, c'est un ravageur, et romantiser ses dégâts n'a aucun sens. Mais au sens de l'écosystème, il n'est pas pour autant un vide. Il fait partie des chaînes alimentaires, sert de nourriture aux prédateurs et aux parasites, participe aux relations avec les solanacées, est sujet à des maladies, et il est porteur d'une énergie qu'il prélève sur la feuille et transmet plus loin à ceux qui le chassent. Pour la science aussi, il s'est révélé utile. Non comme allié de l'homme au potager, mais comme modèle. On l'utilise pour étudier la résistance aux insecticides, l'interaction des insectes avec les plantes, le fonctionnement des mécanismes de défense, le comportement des ravageurs dans le paysage agricole. Parfois, la créature la plus désagréable devient un bon maître précisément parce qu'elle pose le problème de manière trop évidente. Le doryphore a forcé les gens à réfléchir plus attentivement à la rotation des cultures, aux monocultures, à la sélection et au prix des solutions simples. Il oblige l'agronomie à être une science et non un ensemble d'habitudes. Il pousse la sélection variétale à chercher des plantes résistantes. Il offre à la toxicologie et à la génétique un matériau pour étudier les mécanismes de la résistance. Et il rappelle encore et encore à l'écologie que la simplification du milieu a un prix. Cela n'en fait pas un invité bienvenu au potager, mais cela en fait un personnage important de notre histoire avec la nourriture. Le doryphore a depuis longtemps cessé d'être un simple insecte. Il est devenu une leçon. Il montre que la nourriture sur la table est liée à des processus invisibles sur une feuille. Qu'une petite ponte peut se révéler plus importante qu'un adulte voyant. Que le champ continue de vivre après que nous sommes rentrés chez nous. Que la chimie sans stratégie est capable d'accélérer l'évolution du problème. Et que le système naturel répond à nos actions non par des mots, mais par des générations.
Si l'on prête l'oreille à cette histoire, elle devient plus large que la pomme de terre. Elle parle de la façon dont l'homme, en général, interagit avec la nature. Nous voulons souvent des solutions simples à des liens complexes. Nous voulons supprimer une espèce gênante sans changer les conditions qui l'ont rendue prospère. Nous voulons un produit puissant sans nous demander ce qui se passera dans quelques générations. Nous voulons une récolte sans perte, mais nous oublions parfois que le champ est un paysage vivant et non une surface d'usine. Le doryphore répond à cela par sa vie même. Il sort du sol, trouve une feuille, mange, pond. Les larves grandissent, puis le cycle retourne sous terre, le sol, les adultes, l'hiver, le printemps. Le cycle ne paraît simple que sur le papier. Dans la réalité, chaque étape est liée à une multitude de conditions. La température peut accélérer ou retarder. La pluie peut favoriser les champignons ou emporter les jeunes larves. La sécheresse peut modifier la plante. La date de plantation peut donner l'avantage à l'homme ou au coléoptère. La rotation des cultures peut compliquer la recherche de nourriture. Une parcelle laissée à l'abandon à proximité peut ramener le problème. Le coléoptère ne contrôle pas tout cela. Il utilise simplement ce qui fonctionne. Et c'est en cela que réside sa force. Pour ce qui est des faits peu évidents, il en a beaucoup. Tout le monde ne sait pas que l'adulte hiverne dans le sol et ne naît pas de la pomme de terre au printemps. Les œufs sont le plus souvent cachés sous la feuille. L'essentiel des dégâts est souvent causé non par les beaux adultes, mais par les grosses larves âgées. La pomme de terre supporte différemment la perte de feuilles selon ses phases. Le ravageur lui-même est lié non seulement à la pomme de terre, mais à un large groupe de solanacées. Son nom n'est pas une simple biographie géographique. On l'a utilisé dans la propagande de la guerre froide. Et sa résistance aux insecticides est devenue l'un des exemples classiques d'évolution rapide d'un ravageur. Et même les méthodes modernes de lutte contre lui ont déjà atteint le niveau des technologies AARN. Mais le plus important des inconnus n'est pas un fait, c'est un regard. Nous avons l'habitude de voir en lui un petit ennemi. Or, il faut voir le système qui l'a rendu grand. En ce sens, le doryphore ressemble à un avertissement écrit en rayures. 10 lignes sombres sur des élytres clairs. Chacune semble dire la même chose. Ne simplifie pas trop le monde. Quand un champ devient une table sans fin, quelqu'un finit toujours par venir à cette table. Quand les ennemis sont peu nombreux, l'effectif croît. Une pression uniforme accélère la sélection. Et tant que l'homme ne regarde que par-dessus, la vie continue par-dessous. Et pourtant, la fin de cette histoire ne doit pas être sombre. Le doryphore est fort, mais pas tout puissant. On peut le contenir. On peut comprendre son cycle. On peut exploiter ses moments de vulnérabilité. On peut briser ses mythes. On peut expliquer son rôle sans panique. Là où, autrefois, l'homme ne voyait qu'une nuisance rayée, il peut voir un point d'entrée vers une grande science du champ. La prochaine fois qu'un dos jaune et noir familier apparaîtra sur une feuille de pomme de terre, il vaut la peine de s'arrêter une seconde. Non pour admirer le ravageur, mais pour voir, derrière lui, tout ce qui est habituellement caché. Sous la feuille, il peut y avoir des œufs. Sur le plan voisin, des larves. Dans le sol, des nymphes ou des adultes ayant hiverné. Dans l'histoire de ce champ, la culture de l'an passé. Dans l'avenir, la prochaine sélection. Et dans vos actions, soit la répétition d'une vieille erreur, soit le début d'une stratégie plus intelligente. Voilà pourquoi le doryphore est devenu célèbre, non seulement par sa voracité. Il est devenu célèbre parce que, trop souvent, l'homme l'a regardé par-dessus. Alors que toute l'histoire essentielle se déroulait sous la feuille. Si vous aimez ce genre d'histoire sur les animaux et les insectes, qui se révèlent tout autrement que ce que l'on a l'habitude de penser, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime et écrivez un commentaire si vous avez déjà croisé le doryphore sur votre terrain et ce qui vous a aidé à en venir à bout. Ici, même une petite créature peut se révéler un grand sujet documentaire. Si le doryphore a montré comment un seul ravageur peut retourner nos champs contre nous-mêmes, le hanneton, lui, dévoile une autre facette du même mystère, la vie cachée sous la terre. Sa larve reste invisible pendant des années, mais c'est précisément là, dans l'obscurité, que se joue le sort des racines, des jeunes arbres et de l'avenir du verger. Et à côté de cette histoire,
il existe un autre chemin. L'abeille montre que les insectes proches de l'homme ne sont pas toujours des ennemis de la récolte. Les uns mangent les feuilles et les racines, les autres relient les fleurs, les fruits et des écosystèmes entiers. Et le doryphore nous force à regarder sous la feuille, l'abeille nous force à voir à quel point peut être ténu le lien entre une petite créature ailée et notre nourriture. En attendant, la prochaine fois que vous verrez un coléoptère rayé sur une feuille de pomme de terre, ne vous hâtez pas de croire que vous avez devant vous un simple problème. Peut-être avez-vous devant vous la plus petite leçon d'évolution de votre potager. Merci d'avoir regardé. On se revoit vous avoir abonné.